Et c'est ça qui est passionnant finalement dans les livres que tu as publiés. Et ils sont très bien faits puisqu'il y en a 7, je le disais, dans cette série-là, de Digital Export Series. Il y en a 7 qui vont venir aller raconter l'ensemble des chapitres pour aller à l'export. C'est-à-dire que quelque part, une entreprise qui n'a pas du tout pensé export cross-border va pouvoir trouver l'ensemble des réponses des questions auxquelles elle va devoir répondre et tu les accompagnes là-dedans. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, votre podcast source d'inspiration pour les acteurs de l'innovation. Ce programme est coproduit avec Comexposium pour l'événement incontournable qu'est le One-to-One Retail e-commerce de Monaco. Je suis Cyril Duplessis, acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole aux personnalités de notre écosystème en France, qu'ils soient prestataires, annonceurs, marques, retailers ou pure players. Ils sont des acteurs engagés dans leur business et l'innovation fait partie de leur quotidien. Source intarissable d'inspiration, je vous propose une conversation dynamique et sincère pour vous donner accès à leur retour d'expérience, leur vision et leur analyse sur les tendances et les perspectives marché. Depuis juillet 2019, les Digital Doers rassemblent des témoignages uniques et de grande qualité directement accessibles ici même, mais aussi sur les chaînes partenaires. En effet, je produis et anime des chaînes de podcast pour compte de tiers, c'est-à-dire pour des prestataires de services, du retail et du e-commerce. Le concept est simple, inviter un prospect à venir discuter de votre problématique avec un expert maison dans une conversation tripartite. Vous êtes intéressé? N'hésitez pas à me contacter directement sur le site lesdigitaldoers.com ou via LinkedIn. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute, toujours sans coupure. E-commerce cross-border, commerce international, exportation, sortir de son marché domestique ne se décrète pas et ne s'improvise pas. Se lancer dans de nouveaux pays est une démarche qui se prépare. Certains d'entre vous le savent, ces sujets me passionnent et pour cause, pendant plusieurs années, ça a été mon principal business. Via préparation du business ou comment prendre en compte les spécificités du pays dans lesquels on se lance. Et enfin, l'acquisition, part de marché, canaux de vente. Comment trouver des clients? Comme vous pouvez l'entendre, ces sujets sont nombreux et passionnants. Mais avant de commencer, Sylvia, pourrais-tu te présenter en quelques mots? Merci Cyril. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Sylvia Carter. Je suis née en Italie et j'ai vécu pendant plusieurs années à l'étranger. Tu as vécu dans quel pays exactement à l'étranger? J'ai vécu aux Pays-Bas et en Irlande. En Irlande. Et donc, en termes de formation, j'ai fait Sciences Po en Italie et j'ai aussi un MBA, Executive MBA de HEC Paris. Mais j'ai fait également un master en stratégie digitale et web marketing qui m'a permis d'apprendre à coder dans HTML ou PHP, gérer des bases de données, MySQL, etc. Et je fais ça parce que ma carrière commerciale à l'international, j'étais directeur export pendant plusieurs années. Donc j'ai vécu le développement d'Internet, de la vente en ligne. Parce que quand tu as commencé à travailler, tu as commencé tout de suite à l'international, dans des postes à dimension internationale? Oui, tout de suite. J'ai toujours travaillé à l'international, dans des postes en marketing et des jobs dans le commerce. D'accord. Et ma nature est vraiment très, très commerciale. Et bien, malgré un MBA de José Paris, j'ai voulu quand même étudier et comprendre comment Internet marchait, donc dans ces fameuses années 2000, parce qu'en tant que responsable du développement commercial à l'international, c'était très très compliqué de comprendre comment vendre en ligne à l'international. En réalité, c'était catastrophique parce que j'avais la responsabilité des comptes clés. À l'époque, c'était... Donne-nous un peu tu vendais quoi? C'était quel type d'entreprise? J'étais dans le secteur électronique, informatique grand public. Et j'avais la responsabilité des comptes clés européens et même au niveau mondial. Et développer, et la responsabilité associée
à la vente, pas comment faire. Et on avait des responsabilités vis-à-vis de nos patrons qui disaient, mais alors, Sylvia, quel est le chiffre d'affaires qu'on va faire avec ces discounts, hein? Mais je te parle vraiment au début des années 2000. Et à cette époque-là, référencer des produits dans des marketplaces ou dans d'autres sites e-commerce tiers, c'était plutôt cannibaliser la relation avec les comptes clés de la distribution, de la grande distribution physique. Plus classique, ouais. Ouais, voilà. Et j'ai vécu pas mal de soucis à gérer donc les comptes, ces comptes clés avec le démarrage de la vente en ligne au niveau européen et au niveau international. Et à tel point que je dis, il faut que je comprenne. Il faut que je comprenne. C'est pour ça que j'ai fait ce master pour apprendre à pas seulement à développer des sites internet, parce que bon, développer un site internet, tout le monde sait faire, mais moi, mon approche, c'était vraiment comprendre à bien le faire sur le périmètre international et en plus, comment optimiser vraiment cette vente en ligne sur plusieurs pays. Dans ce que tu dis, est-ce qu'il faut comprendre que finalement l'entreprise ou les entreprises pour le compte desquelles tu as travaillé étaient inscrites dans un schéma, une stratégie de distribution wholesale, c'est-à-dire globalement en s'appuyant sur des distributeurs offline, puisque historiquement c'était comme ça, et qu'elles se sont posées, ces entreprises, la question de savoir si elles pouvaient vendre en direct, en D2C, sur des marketplaces. Est-ce que c'est ça, les enjeux auxquels tu as été confronté ? Bien sûr, hein, c'est l'export, souvent, elle s'appuie beaucoup sur des distributeurs locaux dans d'autres pays qui vont prendre en charge le développement commercial avec les retailers ou les autres clients clés dans leur pays. Mais c'est vrai que Internet, il permet à ces marques de vendre directement aux consommateurs, aux clients finaux dans n'importe quel pays. Donc finalement, formuler une stratégie e-commerce cross-border pour une marque à cette époque-là, c'était complexe parce que justement, ils ne savaient pas trop comment développer les deux axes, distribution physique et distribution digitale, en harmonie, sans perturber ou cannibaliser les ventes de chaque canal. Aujourd'hui, je pense que cette multicanalité à l'export est un petit peu... la stratégie, en termes de stratégie, est mieux abordée par les marques que dans les années 2000. Donc oui, c'est déjà, il y a eu des changements qui se sont faits. Tu as fait ça pendant de nombreuses années, et puis à un moment, et tu veux nous dire à quel moment tu as décidé finalement de te lancer, toi, devenir entrepreneur. Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Justement, à la sortie de ce master en stratégie digitale et web marketing, j'ai créé TwoWeb on TwoWeb, c'était en 2013. Et les premières années, en réalité, j'ai fait du conseil classique en développement export traditionnel. Et c'est justement plutôt en 2017 comme ça que j'ai commencé à me dédier presque entièrement au développement export digital. Oui, l'export digital, ça veut dire finalement les ventes e-commerce. C'est ça, les ventes en ligne pour des acteurs qui ne sont pas uniquement digitaux. Deux, les en ligne, ouais. Cross-border, mais également, j'interviens également avec les entreprises qui ont déjà une activité de vente en ligne franco-française et qui souhaitent intégrer tous les outils et les systèmes pour vendre dans d'autres pays sur Internet. Et c'est ça qui est passionnant finalement dans les livres que tu as publiés. Ils sont très bien faits puisqu'il y en a 7, je le disais, dans cette série, là, de Digital Export Series. Il y en a 7 qui vont venir aller raconter l'ensemble des chapitres
pour aller à l'export. C'est-à-dire que quelque part, une entreprise qui n'a pas du tout pensé export cross-border va pouvoir trouver l'ensemble des réponses des questions auxquelles elle va devoir répondre et tu les accompagnes là-dedans. J'ai vraiment mon expertise et mon métier. En fait, tout ça, il est né, le projet The Digital Exporter Series est né suite à la publication de mon livre français avec Erol, une mise à jour vraiment complète. Et ils sont organisés effectivement par briques, parce que ça commence avec déjà la formulation de la stratégie export digital. Le deuxième livre, il parle du référencement naturel à l'international. Le troisième, c'est sur la pub et l'acquisition payante, le référencement payant. Le quatrième est dédié à l'e-commerce cross-border, vraiment sur tous les axes opérationnels. Le cinquième livre parle des marketplaces à l'international, comment démarrer, comment les optimiser. Le sixième est dédié aux réseaux sociaux et au social selling à l'international. Et le dernier parle du marketing automation, emailing multilingue. Donc voilà. Je précise qu'en réalité, il n'y en a que 5 à publier pour l'instant. Les 2 derniers sont encore en cours des éditions. Et justement, tu me précisais avant qu'on commence l'enregistrement que ces 5 premiers que je croyais disponibles uniquement sur Kindle, en fait, vont l'être aussi en format papier sur Amazon. Donc, je vous invite tous qui écoutez ce propos à vous connecter sur Amazon et à taper soit le nom de Sylvia Carter, ou The Digital Export Series directement dans Amazon, et vous trouverez l'ensemble de ces ouvrages déjà disponibles. Justement, c'est une bonne façon de passer sur les choses un peu concrètes, puisque, comme tu le disais, les livres que tu as rédigés sont très opérationnels, c'est-à-dire qu'on trouve les réponses. Enfin, il y a vraiment, c'est un support pour ceux qui les lisent, pour pouvoir faire les choses. Ici, on est chez les faiseurs, les doers. Donc, je te propose de commencer un peu cet échange autour finalement de l'identification de ces marchés. Puisque quand on est un vendeur, qu'on soit distributeur, marque, qu'on soit retailer traditionnel, offline et qui est passé online, qu'on soit une DNVB, on a besoin d'identifier les marchés sur lesquels on a un potentiel. Comment on va pouvoir les trouver. C'est un sujet que j'ai longtemps abordé et qui, je trouve, est passionnant. Comment toi, tu l'abordes je crois savoir que tu proposes aussi des outils. Il y a des outils qui existent pour pouvoir y arriver. Qu'est-ce que tu peux nous dire ? Alors, encore une fois, mon parcours professionnel, j'étais responsable export pendant des années. Donc, le choix, l'identification des pays export prioritaires, c'est quelque chose de vraiment fondamental pour mettre en place une stratégie cohérente à l'export. Et donc, on a plusieurs outils. On a d'abord des recherches du marché, les études classiques qui apportent déjà tout un tas de statistiques locales sur le pays d'intérêt et qui permettent déjà de faire une short list de ce pays prioritaire. Donc là, on est justement sur des outils classiques, traditionnels, auxquels on peut ajouter des outils numériques. Alors, une entreprise, même si elles ne vont pas sur Internet, je dirais qu'elle a des très bonnes chances d'avoir un site Internet. Son site Internet est déjà le premier outil à utiliser pour faire ce type d'études des marchés. Grâce à quoi ? Grâce à Google Analytics. Dans Google Analytics, tout simplement, on peut regarder dans les rapports acquisition quels sont les visiteurs par rapport à leur location ou langue.
Ça, c'est vraiment du basique. Oui, tu as raison, c'est les premiers indices, de savoir quels sont les pays d'origine des visiteurs du site. Et si on se rend compte, par exemple, que on a une surreprésentation des Espagnols, il y a peut-être un intérêt à aller... Il y a peut-être une raison. Il y a peut-être une raison. Et la même chose avec Google Search Console. Donc ça, c'est vraiment du basique. Après, d'autres outils, on peut imaginer Google Trend, ou il y a même Google Market Finder, qui permet d'identifier des marchés sur la base de l'URL du site, de ton site. D'accord ? Donc tu tapes l'adresse, le domaine de ton site web et Google Market Finder, et il va fournir une liste des 3 à 5 pays prioritaires qu'il a trouvé sur la base du contenu du site internet, corrélés aux recherches des internautes dans le monde entier. Ça encore, c'est des outils intéressants à combiner, parce qu'il n'y a pas juste Google Trend qui peut vous dire c'est les États-Unis plutôt que l'Australie en tant que pays prioritaire. Il faut les associer, il faut les combiner, les utiliser ensemble. Au-delà de ça, une autre chose qu'on peut utiliser d'intéressant, c'est les marketplaces. Il y en a certaines, je pense par exemple à eBay, dans lesquelles on peut faire des recherches avancées selon le produit, selon les mots-clés, et voir combien de résultats des recherches par les clients de marketplace y a-t-il par rapport donc, aux mots-clés utilisés, aux produits utilisés. Et ça donne également une idée de quels sont les pays à potentiel, justement par rapport à ces produits. Alors je trouve que c'est un très bon exemple que tu donnes. Ça me rappelle le cas d'un client que je ne citerai pas, mais qui vend des produits, qu'un Français qui vend des produits d'entretien pour la piscine. Et a priori, le monde de la piscine particulière, il est plutôt dans l'Europe du Sud, puisqu'on se dit qu'il y a un enjeu de climat, et c'est une réalité. Les marchés sont beaucoup plus développés dans les pays d'Europe du Sud, France, Italie, Espagne, voilà. Il est vrai qu'en Allemagne, il y a moins de piscines que dans les Suds. En revanche, en Allemagne, il y a moins d'acteurs présents il y a quand même des piscines, sur l'entretien de la piscine. Il peut y avoir un intérêt, parce que quand on fait ce test-là, finalement, à se positionner sur un marché qui est peut-être moins fort, moins dynamique, mais avec moins d'acteurs, donc avec une proposition de valeur qui peut trouver un écho sur ce marché qui est naturellement, on n'y irait pas penser. Oui, absolument. Et ces outils, Google Trend ou même... pas forcément Google Market Finder, mais on peut les utiliser pour analyser le niveau concurrentiel dans ce pays à l'étranger. Et le plus simple, la chose la plus simple à faire, c'est justement d'utiliser Google, mais Google, pas google.fr, le Google local du pays qu'on cible. Dans cet exemple, l'Allemagne, mettons que on veut étudier un petit peu le niveau concurrentiel en Allemagne sur Internet, on doit pouvoir faire des recherches comme un Allemand le faisait en Allemagne. Donc il ne suffit pas d'aller sur google.de, il faut aussi régler les settings de linguistique et de location. On utilise un VPN et puis on se connecte comme si on était en Allemagne, c'est quoi ? C'est beaucoup plus simple. En fait, on va dans Google, dans le paramétrage de Google, on doit sélectionner la langue allemande et on doit sélectionner aussi le pays, l'Allemagne. Et ensuite, on va sur google.de et on va faire des recherches par mots-clés en allemand. Et là, on va obtenir la liste des concurrents, des sociétés qui sont en train de faire soit des campagnes pub, Google Ads, dans les premiers résultats, ou soit même les résultats organiques bien positionnés sur les mots-clés recherchés. Alors, quand on a commencé à identifier le ou les pays où il y a un potentiel, parce que c'est de ça dont on parle, un potentiel de marché intéressant, où on peut se positionner, il y a les conditions de pénétration de ce marché. C'est-à-dire, souvent, il y a des acteurs locaux qui sont en place, et on n'est pas attendu quand on arrive. Donc, comment
on va interpréter finalement ces conditions de marché pour venir le pénétrer? Alors, une fois qu'on a sélectionné effectivement le ou les marchés, en fait, ma recommandation, c'est toujours de commencer un pays à la fois, pays par pays. Et donc, je suis plutôt de démarrer sur un premier pays. Un premier pays, voilà. Et la chose à faire ensuite, c'est un benchmark de la concurrence sur Internet. Donc, et là, on peut utiliser plein d'autres outils pour étudier, voilà, quel est l'investissement de ces concurrents dans le référencement naturel plutôt que le référencement payant. Voir s'ils sont en train de déployer une stratégie organique plutôt qu'une stratégie publicitaire pour arriver à vendre les mêmes produits. Et il y a une question de prix aussi, de position de prix. Oui, le prix, c'est effectivement le facteur clé, que ce soit dans la vente en ligne ou dans la vente physique. Donc le prix, c'est le premier facteur, effectivement. Ouais. Et quelque part, la question se pose pour un nouvel entrant, est-ce que je rentre dans une compétition prix ou pas pour prendre des parts de marché? C'est quelque chose qui peut aussi se poser. En fait, pour gagner des ventes, il n'y a pas que le prix. Non, il y a le catalogue, la profondeur du catalogue aussi, oui, par voilà, exemple. On a un marketing mix, et le marketing mix, il est vraiment utile dans la vente hors ligne comme dans la vente en ligne. Il faut juste le déployer, l'optimiser, l'argumenter efficacement dans ce pays étranger. Et je suis certaine... Toujours dans ce marketing mix, il y a des points différenciants à mettre en valeur dans ce pays étranger. Ça peut être le prix, oui, évidemment, là, mais ça peut être aussi d'autres ouais. features. Ça peut être d'autres avantages techniques du produit. Les USP, oui. C'est de ça dont tu parles, les Unique Selling Points, qui peuvent être différents, et souvent qui sont différents de ceux utilisés sur le marché domestique. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire est fondamental. Il faut remettre en question son mode de fonctionnement, ses acquis sur son marché domestique et se dire, est-ce que si je vais, on citait l'Allemagne, mais c'est vrai dans tous les autres pays, en allant en Allemagne, est-ce que ce sont les mêmes que je vais utiliser parce que l'environnement concurrentiel n'est pas exactement le même? Ouais, il faut toujours adapter, mais on ne peut pas adapter sur la base de son feeling. Et c'est pour ça que je reviens sur la partie études, benchmark, données, vraiment, voilà, pour identifier les USP vraiment pertinentes sur ce marché. Et ensuite, adapter la proposition de valeur en allemand. Oui, on est toujours sur l'exemple de l'Allemagne. C'est toujours sur voilà, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est clé. Une fois qu'on a fait ce premier travail, et je pense que tout le monde le comprend, qui est fondamental pour pas partir la fleur au fusil dans un pays où on se dit finalement mes bureaux se trouvent à côté de la frontière espagnole, j'aime bien l'Espagne, j'y vais en vacances, donc je vais aller en Espagne. C'est clairement ce qu'il faut pas faire. Il y a une démarche rationnelle, documentée, avec des données qui vient soutenir finalement une stratégie de déploiement international. Une fois que ça c'est fait, qu'on a identifié une liste de pays, et dans cette liste, le premier par lequel on va commencer, puisque tu suggères de le faire de cette façon-là, il va falloir préparer ce lancement. Et la préparation, elle est clé. Il y a les objectifs, les KPI qu'il va falloir déterminer pour savoir si on a réussi, pas réussi. Et puis, il y a une liste de choses à faire, ce que j'appelle la roadmap, qui est à structurer, à formaliser. Je pense que tu iras dans mon sens qu'il est important de travailler en mode projet avec une formalisation très concrète de ce qu'il y a à faire, des moyens qu'on veut allouer. J'entends les moyens financiers, humains, de temps, et d'expertise pour pouvoir y arriver. Honnêtement, il n'y a pas de règles scientifiques qui marchent à tous les coups. En fait, une roadmap, on ne peut pas dire ça va prendre 3 mois, ça va prendre 6 mois, ça va prendre 12 mois. Parce que ça dépend. Et ça dépend de quoi? Ça dépend du produit.
Ça dépend de combien de produits. Est-ce que c'est un seul produit ou est-ce que j'en ai 3000? Ça dépend du pays, ça dépend des concurrents, comme on vient de le dire. Donc, des projets vraiment de démarrage à partir de zéro, ça peut aller entre 6 mois du secteur et de la quantité des produits qu'on souhaite vendre à l'étranger. Si on y va par étapes, évidemment, il y a d'abord l'adaptation du site de vente en ligne. Alors, c'est pas juste une question de traduire le site, dans cet exemple, en allemand. C'est pas que ça c'est la chose la plus simple et on peut faire en une semaine. Est-ce qu'une fois qu'on a un site en allemand, on commence à vendre en Allemagne? Eh ben non. Il faut ensuite assurer que le site il soit bien visible dans les moteurs de recherche en Allemagne, donc dans google.de. Ensuite, il faut aussi que la vente, la chaîne des valeurs, et la livraison, les paiements et tout ça, soit adaptée aux Allemands. Les Allemands... Mais c'est hyper important. Je me permets de te couper ce que tu dis parce que ça permet de comprendre pourquoi la roadmap, structurer une roadmap est important parce que là, tu parles de localisation et on va le développer juste après. Je me permets de compléter tes propos pour dire que finalement, il y a des impacts dans tous les métiers quand on va à l'international. Avant qu'on enregistre, on parlait justement par exemple de la comptabilité. Émettre une facture pour l'Allemagne, elle n'est pas exactement la même que pour un client français, puisqu'il va falloir l'éditer en allemand, on parlait de la traduction, mais aussi intégrer le numéro de TVA allemand, le taux de TVA allemand. Alors parfois, ce sont les mêmes taux qu'en France, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc il y a un impact là, il y a un impact sur la supply chain, sur la préparation de commandes, l'expédition. Expédier depuis la France vers l'Allemagne, c'est pas pareil que d'expédier de la France vers la France. Les transporteurs sont pas les mêmes. Donc on voit bien que l'ensemble de la chaîne de valeur de l'entreprise est impacté par ces changements-là, d'où la nécessaire préparation pour bien identifier où les modifications où les ajouts vont devoir se faire. Absolument. Et j'y reviens sur le point lié à la fiscalité, à la TVA, parce que même dans l'Union européenne, chaque pays a son taux de TVA différent. Et la TVA des ventes en ligne a été modifiée récemment. Les seuils. Pas que les seuils, mais aussi le système de collecte de la TVA pour la vente en ligne. Tout le système a été modernisé. Il y a une nouvelle loi qui a été mise en place à partir du 1er juillet 2021. Et maintenant, en fait, chaque vendeur en ligne doit collecter et payer la TVA au pays où l'acheteur se fait livrer. Est situé. Voilà. Donc, et ça, c'est une règle plus ou moins générale qu'on a... et qui inclut les marketplaces. Oui, ça inclut n'importe quel type de vente en ligne. Et c'est une tendance qu'on peut voir n'importe où dans le monde entier. Et tu sais pourquoi? Parce qu'avec le confinement, avec les lockdowns suite à la pandémie, les États du monde entier on remarqué une chose, qu'en fait, il y avait beaucoup moins de TVA collectée de la vente en magasin, parce que les magasins étaient fermés. Et donc, tous les gouvernements autour du monde ont ouvert les yeux et se sont dit, il faut un petit peu peut-être mieux contrôler les ventes en ligne pour s'assurer qu'on est bien, qu'on arrive à collecter. Ça, c'est fondamental ce que tu dis. C'est vraiment clé. Et c'est vrai que ça fait partie des points sur lesquels il faut être vigilant. On peut étendre l'aspect fiscal sur l'ensemble des aspects réglementaires. Même si au sein de l'Union européenne, on a une forme d'harmonisation, il n'empêche qu'il y a un certain nombre de pays pour lesquels des réglementations diffèrent.
même si le UK n'est plus dans l'Union européenne, quand il l'était, il avait déjà ses spécificités. Par exemple, sur tout ce qui est ameublement, hein, les normes de sécurité dans les meubles ne sont pas les mêmes que dans le reste de l'Union européenne. Donc c'est vrai que cet aspect réglementaire n'est pas à ignorer, bien au contraire, il est à anticiper dès le départ. Revenons sur la localisation. Complétons nos propos autour de la localisation. Tu as commencé à en parler quelque part. Tu disais l'ensemble de la chaîne de valeur pour l'Allemagne, elle doit être perçue comme étant finalement un acteur allemand qui vend à des Allemands. Hein. C'est un peu ce que tu dis. Tu parlais de et tu as commencé par ça. Je pense que c'est spontanément le sujet qui vient à la tête en numéro 1, c'est les traductions. Hein. C'est pas parce que tu traduis un site que tu es tout de suite disponible dans le pays. Tu as ton site.de, mais c'est pas parce qu'il est en allemand derrière que ça permet de vendre. Ça permet de vendre. Et puis, je souligne quand même que la traduction est un enjeu clé et qu'on ne peut pas... Enfin, on n'a qu'une chance de faire une bonne première impression. La traduction mal faite, ça tue. Hein. Ça tue. Donc, j'appuie sur le fait qu'il ne faut pas y aller en minimisant les coûts de traduction, parce qu'on ne va pas utiliser Google Translate, ou on ne va pas utiliser un stagiaire qui parle un peu allemand parce qu'il a fait un Erasmus en Allemagne. On va utiliser des vrais services de traduction pour avoir un site. On parlait de transcréation même tout à l'heure. Ouais. En fait, pour la traduction, on peut même envisager d'utiliser Google Translate, hein, mais il faut pas s'arrêter à ça. Il faut quand même le faire relire quelqu'un de natif. Hein. Sur la localisation, en fait, les aspects vraiment essentiels et critiques sont liés, oui, à la logistique, oui, les traductions, mais également les systèmes de paiement et le droit des rétractations. En fait, on a tendance à dire que finalement, ici en France, on est habitué à 15 jours, mais ce n'est pas la même chose dans les autres pays européens. Le cas de l'Allemagne est vraiment très intéressant. Au niveau de paiement, d'abord, en fait, la plupart des Allemands, ils payent par virement, ils ne payent pas par carte. Voilà, Sofort, Klarna, qui sont des acteurs bien présents, c'est par virement. Oui, par virement. Donc, si votre site fin de mois. Oui. Et donc, si le site e-commerce ne prévoit pas ce système de paiement, c'est vraiment 90% de ventes ratées. Sur la logistique également, les Allemands sont les consommateurs avec le taux de retour le plus élevé au monde. Ou peut-être pas. En fait, les Japonais aussi sont pas mal. Oui, ils font partie des plus élevés. Donc ça, il faut en tenir compte. Et les droits des rétractations, c'est pas 15 jours, c'est un mois. Ça vient, en fait, cette logique-là est proche de la logique du paiement. Sachant qu'ils payent par virement en fin de mois, il n'y a pas un décaissement à faire. Typiquement, un consommateur veut s'acheter une paire de chaussures, il va en commander 4. Dans différentes pointures, il va les essayer, il n'a pas décaissé l'argent et il va retourner celle qu'il ne veut pas. C'est une notion qui est importante à bien comprendre. Et ça, en fait, c'est un obstacle culturel, parce qu'on n'a pas l'habitude à ça ici en France. Mais c'est clair que si on veut vendre en Allemagne, il faut s'adapter. Et donc, il faut proposer aux Allemands cette possibilité de retourner les produits après 4 semaines. Mais encore une fois, c'est pas un vrai problème, hein, parce que d'abord, c'est les Allemands, donc ils sont quand même assez corrects. Et ils n'abusent pas de ce droit. Et quand ils retournent le produit, ils sont dans un bon état qui permet de revendre le produit retourné à d'autres clients. C'est important. Et puis, c'est important aussi que le client qui achète sur ton site, le client allemand, se dise... Finalement, la procédure de retour est aussi simple que si j'achetais sur un site allemand, vraiment allemand. Hein, ça, c'est aussi important qu'il n'y ait pas cette contrainte de dire « ouais, mais là, quand je vais vouloir retourner, ça va être plus compliqué parce que ce n'est pas un site de chez moi ». Alors, pour retourner à la roadmap, la complexité en fait, de finaliser le timing de chaque étape, c'est lié aussi à la stratégie. Est-ce que c'est une stratégie pure player, une stratégie multicanal? Si on parle de multicanalité, est-ce qu'on va aussi intégrer des marketplaces en Allemagne? Mettons qu'ils sont... Notre exemple, c'est un exemple d'une entreprise de mode, de vêtements.
Donc vendre aux Allemands directement avec un site e-commerce, c'est bien, mais intégrer Zalando, c'est mieux. Et à ce moment-là, en fait, ça devient un petit peu plus complexe parce que l'intégration à la plateforme de Zalando, c'est compliqué. C'est pas comme Amazon, parce qu'Amazon, il y a un back-office, un dashboard qui permet de référencer les produits et de gérer ces produits très facilement et directement. Avec Zalando, ce back-office n'existe pas. Donc l'intégration des produits sur cette marketplace est bien plus complexe à mettre en place et il faut la déployer tout en gardant une synchronisation parfaite avec les ventes du site e-commerce en propre. Et là, on est sur les aspects SI. C'est ce que on se disait aussi tout à l'heure. Il est important que tout fonctionne correctement, que si on a un inventaire unique pour différents pays, qu'il y ait bien une bonne communication des front office pour que tout soit réuni et qu'il n'y ait pas un problème de disponibilité ou d'indisponibilité des produits. Tu parlais du paiement, on parlait de la supply, de la logistique, de l'IT, de la traduction. Il y a aussi le service client qui doit entrer en ligne de compte. On va aller parler en allemand à un Allemand. Ouais. Écoute, ça aussi, c'est un facteur critique. Les solutions les plus efficaces de mon expérience, c'est de travailler avec un 3PL, un prestataire logisticien qui a la capacité d'assurer le fulfillment avec des stocks en consignation, mais qui a également la capacité d'assurer le service après-vente ou le service client en plusieurs langues. Il y a pas mal de prestataires, notamment en Allemagne ou aux Pays-Bas, qui ont cette capacité multilingue d'assurer le service logistique, tous les livraisons, mais également le retour et les services clients par mail ou par téléphone. Et ça, je trouve que c'est une solution bien plus efficace que internaliser en embauchant plusieurs personnes, un allemand, un espagnol, etc., pour assurer cette relation avec les clients. Je suis assez d'accord, ça a été mon métier pendant longtemps de faire ça. J'ajouterais un argument, et je ne suis plus dedans, mais je reste persuadé par cette approche de déléguer, surtout quand on commence cette expertise, ce savoir-faire à quelqu'un dont c'est le métier. Parce qu'il y a un investissement trop lourd à faire au départ si on veut l'internaliser. Il faut bien se dire une chose, c'est que les ventes, elles ne sont pas linéaires, elles sont déjà cycliques. Donc il y a forcément des pics de consommation, donc des pics de besoins dans le service client, et puis des moments creux où il y a moins besoin. À minimum, quand on est sur un service client, il faut au moins 2 personnes. Puisqu'il y en a un qui peut être absent, un qui peut être malade, un qui peut être déjà au téléphone. Si on veut garantir une qualité minimum, faut au moins 2 personnes. La question qui va se poser, c'est quand on est en creux de la vague et que 2 personnes suffisent, dès qu'il y a un pic, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ça que déléguer... Externaliser, c'est vraiment la solution optimisée. Et des 3PL, en fait, moi j'appelle ça 3PL, mais c'est de prestataires de services. Il y en a aussi en France, il ne faut pas avoir peur. Ça reste des coûts plutôt variables, avec un fixe minimum garanti, mais tout le reste, c'est plutôt des coûts variables. Donc, selon moi, ça reste quand même beaucoup plus intéressant qu'internalisé. Et il y a d'énormes progrès de qualité qui ont été faits, puisqu'il y a des années, c'était encore un peu artisanal et qu'on avait des personnes qui répondaient au téléphone sans véritablement connaître le business pour le compte duquel elles opéraient. Aujourd'hui, on est rentré dans des démarches qualité qui sont beaucoup plus exigeantes, avec une qualité de service qui est largement à la hauteur. Ouais.
Dans cette activité de prestataire logistique, il y a un acteur incontournable, c'est Amazon, Fulfilled by Amazon, le FBA fameux, qui est, selon moi, vraiment un très bon service. Encore une fois, il y a une partie fixe, mais une partie variable qui est liée aux ventes. Donc, c'est selon moi une solution qui doit être considérée. Je rappelle juste FBA, Fulfillment by Amazon, c'est déléguer l'ensemble de ces aspects logistiques et services clients à Amazon, et qui va opérer pour vous, que vous vendiez ou non sur la marketplace. Voilà. C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est de mettre un stock, en consignation chez Amazon. Et Amazon va dispatcher les produits dans tous les marketplaces en Europe ou même au-delà de l'Europe, selon en fait, ce que vous souhaitez faire. Et c'est Amazon qui gère donc le service client. Alors, encore une fois, c'est très intéressant, mais il ne faut pas oublier que ce choix, il doit être en harmonie avec toujours la stratégie de développement à l'export, multicanal ou pas. Si on veut se lancer aussi sur Zalando, on ne peut pas utiliser FBA. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On va dupliquer le nombre de prestataires, logisticiens, selon le nombre de marketplaces dans lesquels on veut vendre. Ça, c'est pas tout à fait une bonne solution. Non, mais donc, il faut l'anticiper. Il faut trouver... Si on veut faire uniquement Amazon, FBA, c'est top, c'est génial. Mais si on veut aller au-delà et intégrer d'autres marketplaces et son propre site e-commerce, FBA, ça marche pas. Oui, donc en fait, ce que tu es en train de dire, c'est quelque part, FBA, c'est possiblement une solution de lancement, c'est-à-dire que tu vas confirmer les volumes que tu arrives à faire dans un pays en utilisant seulement ce prestataire-là pour limiter en limitant le nombre de canaux de distribution, et qu'une fois que tu as acquis la certitude, que tu as un peu de track record, que tu vends et que tu as des volumes que tu peux continuer à faire croître, là, tu peux repenser peut-être ta stratégie de supply chain. Oui, ça dépend aussi des ressources qu'on a à disposition. Comme tu l'as mentionné tout à l'heure, si j'ai les ressources, c'est parce que en fait, la stratégie export digital a bien été validée avec le CEO, le CODIR, etc. Et que j'ai des moyens, des ressources avec une roadmap à long terme sur 3 à 5 ans. Je pense que l'objectif, ce n'est pas de rester uniquement sur une marketplace, c'est de vraiment assurer la multicanalité dans plusieurs pays et donc anticiper le choix d'un bon 3PL qui soit en mesure d'assurer pas seulement le service client, mais les livraisons, les retours dans mes pays stratégiques pour mes produits, etc. Donc c'est une question, selon moi, de ressources qu'on a à disposition. Voilà, les ressources humaines, les experts, l'argent, bien sûr, qui est clé au milieu de tout ça. On ne va pas gratuitement dans un pays. Ça me fait penser sur un point que j'ai entendu. Est-ce qu'on l'entend encore ? J'ai longtemps entendu des acteurs français voulant aller à l'international se dire finalement je vais faire un site en anglais qui va être un site qui va couvrir un peu tous les pays où je ne suis pas. Je me suis toujours battu contre cette idée-là qui finalement est très coûteuse puisqu'il y a un taux de conversion qui est très mauvais, donc un taux d'acquisition qui est très élevé et qui ne répond pas bien aux enjeux de localisation. Est-ce que ça existe encore ? Malheureusement, oui. Et je trouve que c'est très dommage. On a d'un côté les gens qui pensent moi, je vais me développer en Asie. L'Asie, c'est grand. Il y a la Chine, il y a Taïwan. Donc, tu rentres à Taïwan, c'est l'Asie.
Donc, d'un côté, de cette approche de ne pas bien comprendre la différence du marché et des localisations à l'export. Et de l'autre côté, il y a toujours beaucoup d'entreprises françaises qui ont un domaine historique, un .fr, et qui vont garder, qui ont par exemple monsite.fr, et pour aller en Allemagne, ils vont faire du /de. Alors ça, en termes d'optimisation organique, c'est catastrophique parce que les petits robots de Google, ils vont comprendre que ce site .fr/de, il cible les Allemands en France. Donc, pas les Allemands partout dans le monde entier, il y en a à peu près 90 millions, mais les robots ils vont dire ce site est uniquement pour les Allemands en France, et il y en a 100 000. Donc, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire, parce que tu es en train d'illustrer le fait qu'on ne peut pas bricoler quand on veut aller à l'international. Et il faut se donner les moyens. On parlait de roadmap, on peut aussi parler de BP, de business plan pour aller à l'international, avec des investissements qui doivent être consentis pour se donner les moyens de ses ambitions. Et ça, je crois que c'est très important de le rappeler. Je voudrais qu'on continue sur l'aspect justement acquisition, part de marché, comment on fait pour trouver ces consommateurs dans le pays qu'on investit. Tu as rédigé des livres sur justement l'acquisition organique, le paid. On a parlé des places de marché. Comment on fait, comment on est local, parce que les règles ne sont pas toujours les mêmes, c'est pas toujours facile. On ne peut pas traduire mot pour mot une campagne en français, en allemand, et puis est-ce qu'elle va marcher en Allemagne? Tu vois, il y a quand même beaucoup de questions sur le recrutement. Ouais. Alors, ce recrutement, on le fait de deux façons, de façon organique et de façon payante. Alors, le mieux, c'est de faire les deux et de faire du payant une fois que l'organique marche bien. Donc, l'organique, c'est avoir un site sur lequel on a bien travaillé le référencement naturel, toujours pour le pays qu'on cible. Mettons, par exemple, toujours l'Allemagne. Une fois que ça c'est fait, ajouter aussi des campagnes d'acquisition payantes, ça va, disons, optimiser les synergies d'acquisition sur l'Allemagne. Mais c'est clair que pour vendre en ligne actuellement, il faut anticiper des budgets publicitaires. Les chefs d'entreprise qui pensent qu'on peut arriver à faire du chiffre d'affaires, du beau chiffre d'affaires uniquement avec un site bien référencé, ils rêvent. Il faut des campagnes pub. Alors, des campagnes pub, c'est pas que Google Ads. Ouais, les réseaux sociaux, le social selling aussi. Le social selling, oui, il y a plein d'autres canaux, mais c'est clair que la première chose vraiment à digérer, vraiment à valider, c'est qu'on a besoin d'un budget publicitaire. Ça, c'est pas toujours compris dans l'anticipation, c'est mal anticipé. Par les entreprises. Alors, le budget publicitaire, ça ne veut pas dire dépenser des millions à droite et gauche. Il faut, encore une fois, être rationnel en investissant sur les canaux utilisés par nos prospects. Si nos prospects ils sont sur Facebook, des campagnes pub en Facebook albinées à Instagram, sur lesquelles même on peut ouvrir des boutiques, des petits shops pour vendre directement sur Facebook, c'est le canal à investir. Si mes prospects, en revanche, ils sont sur Google, c'est Google Ads. Si c'est des produits physiques avec du Google Shopping, Shopping Ads ou pas Ads, Google Shopping, c'est un canal même pour le référencement naturel qui est très bien. Si on est sur des marketplaces, il y a aussi les pubs sur les marketplaces. Ce qu'on appelle le retail media. Donc, il faut, encore une fois,
anticiper les budgets publicitaires et les dépenser de manière rationnelle et réfléchie sur les canaux publicitaires qui sont utilisés par les prospects à l'étranger. Et il faut se rendre compte d'une chose, c'est que quand on fait des campagnes, il y a des mots-clés qui sont liés à chaque campagne. Quand un internaute, si on prend Google, tape un mot, le nom du produit dans son champ de recherche, il y a un coût. Les mots, en fait, ils sont plus ou moins compétitifs. Si en France, on paye pas très cher pour acheter ce mot-là, peut-être que dans le pays qu'on vise, il sera plus cher. Ça s'anticipe aussi dans la structuration des budgets. Plus les pays sont compétitifs, plus potentiellement les mots-clés sont chers. Il faut faire attention à l'utilisation des bons mots-clés. Ah, bien sûr, bien sûr. Et là, c'est un travail sémantique qu'il faut faire. Donc, c'est pas que la traduction, il faut analyser les mots vraiment recherchés. Qui est très bon dans la gestion des campagnes d'acquisition payante en France, s'il ne parle pas allemand, s'il n'est pas allemand, il ne va pas pouvoir correctement adapter les campagnes à l'Allemagne. Oui, alors sur les campagnes publicitaires, il faut plusieurs expertises. Ce n'est pas uniquement l'expertise linguistique. Non. C'est aussi l'expertise des outils, parce que voilà, avec Google Ads, mettre en place des campagnes, déjà il faut réfléchir quel est le type des campagnes publicitaires, si c'est du search, du display, du retargeting, etc. Mais c'est pas que ça, il faut ensuite étudier et optimiser les contenus utilisés dans ces campagnes, dans la langue évidemment, mais assurer également le déploiement de tous les tags à insérer dans les sites de conversion, parce qu'autrement, ça sert à rien. Si on ne peut pas mesurer la performance de nos campagnes, c'est un investissement, c'est un gâchis. On ne peut pas mesurer les ROI de nos investissements. Donc, tu vois, c'est pas uniquement la compétence sémantique ou linguistique en allemand, mais il faut aussi derrière des compétences techniques pour maîtriser Google Ads, choisir le type de campagne et savoir mettre en place des campagnes display retargeting plutôt que du search simple, et assurer que tout le tracking pour mesurer la performance marche bien. Et là, au niveau technique, c'est comme on le fait sur son marché domestique. Évidemment. Donc il ne faut pas se dire que finalement, ouvrir un nouveau pays, ça va être le parent pauvre et on va moins bien le doter que le marché domestique, que ce soit en termes de budget ou en termes d'outils ou de ressources. Quelque part, quand on ouvre un nouveau pays, il faut presque le surinvestir et lui donner presque plus de moyens que son pays domestique, puisqu'il y a un effort supplémentaire à faire pour aller prendre des parts de marché. Ah, absolument. Et malheureusement, dans la réalité, dans le quotidien de mon travail, la tendance, c'est plutôt l'opposé. C'est de dire, moi, j'investis 90% sur mon marché local, la France, parce que c'est un gros marché, et 10% en Allemagne, parce que j'y vais par opportunité. Donc, je vais tester un petit peu. Et ça, malheureusement, oui, ça va pas donner des résultats intéressants, parce que forcément, avec 10% du budget, on n'a pas les moyens. C'est un test qui va donner des résultats décevants. Et les chefs d'entreprise vont dire, on a essayé, ça n'a pas marché, donc on arrête. C'est ça. C'est exactement le risque dans lequel il ne faut pas tomber. Sylvia, on vient de parler finalement on a beaucoup parlé de l'Allemagne parce qu'il est vrai que c'est notre premier partenaire commercial et qu'il y a beaucoup d'attentes ou de volonté des entreprises françaises à aller attaquer le marché allemand. Quelque part, ce dont on parle, c'est ce que les Anglais appellent souvent la stratégie du low-hanging fruits, qui consiste à d'abord essayer là où c'est le plus facile d'aller vendre à l'international.
je voudrais tout de suite enlever l'idée dans les auditeurs qui pourraient l'avoir en tête qu'aller vendre en Belgique francophone ou en Suisse francophone, c'est de l'export. On oublie, ça ne l'est pas. Aller vendre en Allemagne, en Espagne ou en Italie, ça, c'est vraiment se lancer dans une stratégie cross-border. On reste en Europe et c'est malgré tout facilité par le marché commun. On n'a pas les frontières et on a une monnaie commune. Juste 2 mots sur d'autres régions, et je pense aux États-Unis, et tu as commencé à en parler, l'Asie. Qu'est-ce qu'il faut avoir en tête par rapport à ces 2 zones que représentent l'Amérique du Nord et l'Asie? C'est des marchés énormes. Il faut il faut s'adapter et de 2 façons totalement différentes. Pour les États-Unis, en fait, on a parlé un petit peu de multicanalité, de pouvoir intégrer à la fois des marketplaces internationales et son propre site e-commerce. Donc la meilleure façon pour faire ça, c'est avec des gestionnaires de flux. Les DataFeed Watch, en France on a Lingo ou des choses. Oui, des choses comme ça, par exemple. Et ça, en fait, on les connaît pour l'Europe, mais pour les États-Unis, ils ne sont pas les mêmes. Donc là, en termes d'adaptation, si on veut intégrer la marketplace de Walmart, par exemple, ou Macy's ou autres, on ne va pas utiliser les mêmes gestionnaires de flux. Il faut travailler avec des sociétés, des gestionnaires de flux américaines. Et c'est un modèle économique qui est différent. Oui, il y a une commission sur les ventes, mais il propose aussi des solutions logistiques en même temps. En Europe, on peut expédier depuis son pays domestique, au moins dans un premier temps. C'est jouable, c'est envisageable si on n'a pas d'autre solution. Quand on est aux États-Unis ou quand on est en Asie, il n'y a pas ça. Et puis il y a des sujets de douane, de dédouanement. Des sujets de douane, mais pas que. Il y a aussi des sujets de fiscalité. Parce que dès qu'on a des produits stockés aux États-Unis, on est assujetti à la sales tax des États-Unis. Il y a ce mécanisme de flou. J'oublie le mot, mais dès qu'on a des produits stockés sur le territoire américain des États-Unis, on est imposé à la sales tax de chaque État américain. Selon, en fait, la sales tax, c'est comme la TVA, il faut collecter et payer cette taxe à l'État où l'acheteur a acheté le produit. Et en Asie, c'est différent. Sur les États-Unis, après tu vas sur l'Asie, il y a la question qui se pose de savoir s'il n'est pas intéressant d'ouvrir une structure juridique sur le territoire pour facturer, parce qu'on facture en dollars, parce qu'il y a la notion de taux de change qui va rentrer en ligne de compte. Donc c'est vrai que c'est quelque chose de plus complexe. Je te laisse aller sur l'Asie, peut-être que tu vas me raconter qu'il faut aussi s'adosser avec des partenaires locaux en Asie. Il y a un point qui est vrai pour les États-Unis comme pour l'Asie, c'est celui des créneaux horaires. Le nom m'échappe, mais on a un décalage horaire qui n'existe pas en Europe. On a 2 fuseaux horaires en Europe. Quand on travaille aux États-Unis, on est déjà à minimum 5. Si on travaille sur la côte ouest, on est encore à plus, on est à 8 ou 9. Et c'est la même chose en Asie dans l'autre sens. C'est des notions qui sont à garder en tête parce que c'est pas simple de les gérer aussi. Oui, oui, effectivement, si on a des clients qui achètent en ligne, qui ont besoin de quelques capacités d'assurer la présence du service client, même dans des horaires qui correspondent à la nuit. Exactement. Chez nous. L'Asie. L'Asie, c'est le premier marché pour le commerce en ligne au monde. Alors, il faut savoir, la petite anecdote, c'est que en termes d'internautes, le premier pays, la première région, le premier pays pour le commerce en ligne, c'est la Chine. Ensuite, c'est l'Inde. On a l'Amérique du Sud. On a l'Europe. Et l'Amérique du Nord, ça pèse en fait 5% au niveau mondial. Sur la vente en ligne. Donc ça veut dire qu'une entreprise, par exemple, mettons qu'une entreprise française qui a presque 30%
aux États-Unis, c'est 30% de 5% de part de marché de la vente en ligne. Ça correspond à peu près à 1,6% de part des marchés au niveau global. Donc, il y a tout le reste à aller chercher. C'est immense. Ça, juste pour donner un petit peu l'ampleur du marché à l'international. L'Asie, donc c'est le premier ligne, mais c'est super complexe. C'est super complexe parce qu'il ne marche pas de la même façon qu'on connaît, nous, ici en France ou en Europe. Déjà, parce que Google, il n'existe pas. T'as pas les mêmes outils. Il n'y a pas les mêmes outils. Pas les mêmes canaux de vente. Il n'y a pas les mêmes canaux de vente, il n'y a pas les mêmes habitudes d'achat. Eh oui, culturellement, ce ne sont pas les mêmes. Voilà, les Chinois, ils achètent beaucoup, ils adorent le vidéo streaming, ils achètent énormément sur mobile, ils ont vraiment des comportements d'achat qui sont spécifiques et auxquels il faut s'adapter. Alors, dès qu'on parle de Chine, tout le monde pense à Tmall, à JD.com, Alibaba. à WeChat, à Alibaba. Donc, il y a plein de canaux différents. Et encore une fois, il faut savoir identifier ceux qui sont prioritaires et pertinents par rapport aux produits et aux services qu'on propose, qu'on veut vendre. Mais il y a également toute une panoplie d'opportunités et de solutions qui sont aussi à la portée des PME. Il n'y a pas que Dior ou Chanel ou Louis Vuitton qui arrivent à pénétrer la Chine. Il y a aussi des belles PME qui ont su identifier d'autres opportunités que Tmall et JD et qui arrivent à bien performer. Tmall et JD ne sont pas à la portée de la PME, super chers. Donc si on n'a pas des budgets de plusieurs centaines de milliers d'euros par an, ça ne vaut pas la peine. WeChat, il y a peut-être plus de choses moins chères à faire et qui sont à la portée des PME. Et il y a un exemple que je trouve très intéressant. Bon, ça a été déployé par une grande marque du luxe qui est Louis Vuitton. Louis Vuitton qui était référencé chez Tmall pendant des années dans la branche luxe de Tmall et qui a récemment, il y a quelques mois, signé un accord en exclusivité avec JD. Donc il a fermé sa boutique sur Tmall, il est passé chez JD, mais avec un modèle économique que je trouve extraordinaire. C'est qu'en réalité, Louis Vuitton, ils ne vont pas sur JD, ils renvoient sur sa boutique WeChat. Donc tous les produits sont affichés sur JD. Les Chinois peuvent cliquer et acheter, mais ils ne vont pas valider l'achat sur la boutique des JD. Ils vont être redirigés dans la boutique des Louis Vuitton sur WeChat, ce qui permet à Louis Vuitton de récupérer toute la data client. Ça, c'est un point clé. C'est vrai que tu as raison de le préciser. Il y a cet aspect data. Quand on vend sur les marketplaces, on ne possède pas la data de ses clients, donc on ne connaît pas les consommateurs auprès desquels on vend. Ça, tout le monde le sait. Quand on va ouvrir un nouveau pays et qu'on ne les connaît pas, on ne peut pas capitaliser là-dessus. Donc ça, c'est l'autre face de la vente sur les produits, sur les marketplaces. J'ajouterais quand même sur l'Asie et plus particulièrement sur la Chine, il y a aussi un environnement réglementaire qui est beaucoup plus complexe que ceux qu'on connaît en Occident. Déjà, c'est différent entre l'Europe et les États-Unis, mais on reste dans deux pays occidentaux, donc il y a quand même plus aligné. Quand on va en Chine, là, on est complètement dans quelque chose de différent qui doit bien être anticipé aussi. Ouais. C'est clair que la Chine, c'est une opportunité énorme, immense. Encore une fois, il y a plusieurs opportunités, plusieurs canaux. La réglementation est très complexe. Moi, je pense par exemple Tmall et JD. C'est vrai que pour vendre sur les plateformes chinoises de Tmall et JD, c'est très cher, mais en même temps,
Et il propose d'autres plateformes spécifiques pour les marques étrangères. Tmall, c'est Tmall Global. C'est une plateforme qui est basée à Hong Kong. Donc, en termes de réglementation, c'est un petit peu plus facile. Ça permet à une marque étrangère de vendre sur les réseaux Tmall sans être basée en Chine. C'est un avantage considérable. Mais c'est pas le Tmall chinois. C'est une plateforme séparée, différente, utilisée par les Chinois, utilisée aussi par d'autres personnes en Asie, n'importe qui en fait, et qui veulent chercher et acheter des marques étrangères. Ça, c'est une opportunité c'est intéressant. Qui est moins chère. On fait déjà JD a fait la même chose et a lancé sa plateforme JD Worldwide pour permettre des marques étrangères. Bah écoute Sylvia, on a passé l'heure de conversation. Comme vous pouvez l'entendre, c'est des sujets qui sont passionnants et on pourrait en discuter encore des heures et des heures. Je crois qu'on a quand même fait un tour assez exhaustif, même si on n'est pas rentré dans le détail partout, mais on a la préparation, la roadmap, la localisation, puis l'acquisition. On a fait une petite digression pour sortir d'Europe et parler de ces deux autres zones importantes dans le e-commerce que sont les États-Unis et la Chine. Merci mille fois, Sylvia, d'avoir porté ton expérience, ton expertise. Je le rappelle que tu diriges TwoWeb or Not TwoWeb et que tu viens d'éditer donc les 5 premiers livres d'une série qui en comporte 7 qui s'appelle The Digital Export Series, qui est disponible sur Amazon. Et qui est réellement un playbook du cross-border, de l'e-commerce cross-border, pour pouvoir se lancer. Donc merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Merci à Comexposium, l'organisateur du One-to-One Retail e-commerce de Monaco, pour la coproduction de cet épisode. Merci à vous tous qui écoutez et qui êtes toujours aussi actifs. N'hésitez pas à laisser des commentaires ou à envoyer des messages. Si vous voulez contacter d'ailleurs Sylvia, vous pouvez le faire directement sur LinkedIn, j'imagine, ou vous pouvez me contacter, je ferai la redirection. Merci à vous tous. Merci Cyril, à toi et tous d'avoir écouté. Merci Sylvia, à très bientôt, au revoir. Au revoir.